Développer l'entreprise, c'est comme créer une sculpture. Il faut savoir enlever le superflu pour garder l'essentiel. Se spécialiser plutôt que vouloir tout faire. Proposer des produits et services qu'on a vraiment envie de délivrer. Et investir dans le management. Autant de choix stratégiques qui forgent une entreprise authentique. Elle incarne parfaitement cette démarche. Camille Rolandin, dirigeante d'Atout Pluriel, nous partage sa vision du management et de l'entreprise alignée. Bienvenue dans Le Temps d'un parcours, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui entreprennent avec courage et engagement. Bonjour Camille. Bonjour Céline. Je suis très heureuse de t'accueillir dans l'émission Le Temps d'un parcours. Je suis ravie d'être là. Eh ben, tant mieux. Donc, on a plein de choses à se dire aujourd'hui. Et donc, ce que je te propose, c'est commencer par le début, c'est-à-dire que tu nous expliques ton parcours et ce qui t'a amené à entreprendre. Ok. Alors, moi, après mon baccalauréat, j'ai fait un IUT, un peu par hasard, c'était gestion des entreprises et des administrations. J'avais aussi postulé pour être kiné, faire de la biologie. Donc voilà, le hasard, voilà, plein de choses. Le hasard a fait que je me suis retrouvée en effet dans cette partie entreprise. J'ai beaucoup accroché et du coup après j'ai poursuivi mes études en école de commerce. D'accord. Voilà, en admission parallèle. À l'époque c'était un peu le parcours du combattant parce que tous les concours communs n'existaient pas. Ah oui. Voilà. Et puis après mes études, donc 1994, l'économie qui ne va pas très bien et donc à l'époque je cherche un boulot. Mon objectif, c'était de travailler dans le secteur industriel, faire du contrôle de gestion, parce que j'adorais ça, en province, parce que j'étais rouennaise, et puis je voulais aussi travailler dans un environnement international, comme j'avais fait mes stages, deuxième et troisième année d'études en Angleterre. Okay. Et en fait, le hasard a fait que je me suis retrouvée pas du tout là-dedans. Je me suis retrouvée dans une banque, pas du tout dans une industrie. Je me suis retrouvée à faire de la comptabilité générale que je détestais. D'accord, donc rien à voir, à Paris et pas du tout en anglais. D'accord. Voilà. Et donc, je suis rentrée à la Société Générale dans la banque de financement et d'investissement. Okay. Et c'est un hasard qui a été magnifique parce que j'ai eu des superbes opportunités dans ma carrière. Parce que je crois savoir que tu as beaucoup évolué après au sein de la Société Générale et que tu es resté longtemps en fait. Oui, tout à fait, 20 ans. 20 ans. Voilà. En fait, la banque de financement et d'investissement, c'est une petite entreprise à elle toute seule parce qu'à l'époque, il y avait 15 000 salariés dans le monde entier. Donc, en fait, c'est assez facile d'avoir des ponts et des mobilités diverses et variées. Et tu es devenue manager assez tôt, si ma mémoire est bonne, 20 et quelques années. Oui, tout à fait, à 24 ans. Premier poste de manager. Quand même, hein. Voilà. Un peu jetée dans le bain. Et puis, je suis arrivée manager, en plus dans un environnement qui n'était pas facile, parce qu'à l'époque, j'étais responsable d'une équipe qui travaillait en salle de marché. Donc avec les traders, mais plutôt en fonction de support. Donc moi, je gérais une équipe de Bac+2 qui faisait de la saisie d'opérations financières, et qui côtoyait des traders, qui sont aussi parfois qui ont des personnalités exigeantes. J'imagine. Donc il y avait un peu un choc de culture, à arriver à gérer. Et donc du coup, tu as vécu dans ton parcours tout ce qui est compliqué pour des managers qui sont jetés comme ça dans le bain, qui sont pas forcément accompagnés. Et quand on préparait l'émission ensemble, tu me disais que en fait parfois c'est compliqué d'être manager dans une entreprise et tu as même constaté qu'on peut souffrir d'être manager. Oui. En fait, quand on est manager, alors il y a différents types de management. D'abord, il y a du management hiérarchique, le plus classique qu'on connaît. Après, on peut être aussi manager en transversal, gérer des équipes dont on n'est pas hiérarchiquement responsable, mais pour autant, c'est de la gestion de l'homme. Donc, c'est quand même du management. Ouais. Et en fait, ce qui est compliqué, et je trouve c'est encore plus vrai aujourd'hui,
Je trouve que être manager est de plus en plus compliqué parce qu'on est vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Ouais, c'est ça. Et vraiment, on a cette pression qui vient du top management parce qu'il y a la pression économique, la pression du marché, la pression du secteur, etc., etc. Il faut toujours faire plus, plus vite, avec de moins en moins de moyens. Surtout maintenant. Voilà. Et en plus, il y a la pression par en dessous, c'est-à-dire qu'il y a les collaborateurs. Les collaborateurs, surtout maintenant, ils sont attachés à leur équilibre vie pro, vie perso. Et encore plus maintenant aussi. La jeune génération ne se gère pas comme la génération d'il y a 30 ans, etc. Donc voilà, être manager, c'est compliqué. Pour moi, ça nécessite d'avoir des outils, des process, mais aussi moi, je travaille beaucoup sur la posture et sur l'état d'esprit dans lequel on est manager. Je peux être manager avec un super outil. Je peux t'apprendre à faire des feedbacks. Tu auras très bien la technique. Mais si, quand tu vas faire ton feedback, tu regardes ton collaborateur en te disant « Non, mais lui, de toute façon, c'est un gros boulet, je peux rien en sortir », ton feedback, il n'est pas commencé, qu'il est déjà raté, en fait. C'est ça. Puis en plus, tu vas envoyer beaucoup de signaux non-verbaux qui vont être vraiment à l'inverse de ce que tu vas dire. C'est terrible. Exactement. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené après à entreprendre? Donc, tu as été manager, tu es resté une vingtaine d'années à la Société Générale. Pourquoi tu as entrepris? Alors, au bout de 20 ans, je suis partie dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Et mon objectif, c'était vraiment, moi, je voulais vraiment me dédier à l'humain. Voilà, accompagner l'humain, je savais pas trop sous quelle forme. Et puis en regardant un peu les différentes possibilités, j'ai choisi de me concentrer plutôt sur le coaching parce que ça permet d'avoir un accompagnement vraiment sur la durée et du coup ça permet vraiment de voir la personne évoluer dans le temps, etc. Ce que je trouve important, ce côté durabilité et vraiment ancrage des apprentissages. Donc du coup, dans le cadre de mon plan de départ volontaire, je me suis formée et puis en fait mon objectif c'était de me dire je vais me faire recruter dans un cabinet de coaching, j'aurai pas de commercial à faire, les missions vont m'arriver, voilà, comme par magie, elles vont tomber du ciel, j'aurai plus qu'à, voilà, je n'aurai plus qu'à coacher. Et puis là on m'a dit non, ça marche pas du tout comme ça. Voilà. Et dans le cadre de mes études, j'ai rencontré une amie, Jenny, qui elle a décroché un très gros contrat d'accompagnement managérial sur 3 ans. Voilà, la mission de rêve, le client de rêve. Et elle m'a dit, écoute, pour que je puisse te payer, crée ta boîte. J'ai créé ma boîte. Lancement idéal. Voilà, lancement idéal. Avec un client déjà ancré. Avec un client déjà. Et puis comme j'avais un client et que c'était pour 3 ans, quelle est la première chose que je n'ai pas fait? C'est chercher d'autres clients. Évidemment. Évidemment. Voilà. Et donc, et le hasard a fait que ce client, en fait, s'est fait racheter au bout de 3 mois. Et que le racheteur a dit, votre programme, il est super, mais je n'en veux pas. On voit là tout de suite, je me permets de rebondir, mais on voit là tout de suite, en fait, le risque d'avoir un seul client ou un client qui pèse lourd dans le chiffre d'affaires parce que c'est la cata quand il arrête. Exactement. Et donc, je me suis retrouvée, c'était il y a 10 ans, le 2 janvier 2015, avec ma boîte, en me disant, j'ai pas envie de retourner dans le salariat. Sauf que voilà, moi j'ai toujours été manager, donc j'avais mon expertise, pas de compétences de commercial, pas du tout de compétences d'entrepreneuriat. Dans mon entourage, aucun entrepreneur. Bon, donc je me suis dit j'y vais quand même quoi, mais petit moment de solitude quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Et après tu me disais, tu es entrée dans des réseaux de chef d'entreprise et tu as appris finalement à développer ton entreprise. Tout à fait. Comme ça. Tout à fait. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait grandir. Donc, j'ai en effet rencontré un réseau d'affaires qui s'appelle BNI. Et c'est dans le cadre de ce réseau d'affaires vraiment que j'ai appris à grandir. Alors, souvent, je le dis un peu en rigolant, mais c'est quand même assez vrai, je pense. Souvent, je dis, ça m'a sauvé de la dépression. Parce que déjà, le fait de sortir de la solitude, d'être entourée. Alors j'étais très entourée par mon mari, ma famille qui m'a beaucoup soutenue. Mais le fait d'être entourée d'autres entrepreneurs qui du coup disent mais là t'as pitché mais j'ai pas tout à fait compris ce que tu fais. Mais en fait c'est qui ton client exactement? Mais c'est quoi ton produit? Voilà, je me souviendrai toujours. Il y en a un qui est venu me voir en me disant alors Camille, tu es coach. J'ai compris que tu aidais les gens. Mais qu'est-ce que tu fais en vrai? En fait, tu fais quoi? Il me dit, t'as pas un truc solide à vendre? Ouais. Voilà. Donc, et tu parlais de c'est quoi ton produit?
Et quand on a préparé, tu me disais qu'en fait, tu avais appris aussi à proposer un service ou un produit que tu avais vraiment envie de délivrer et pas forcément ce qu'on te disait qu'il fallait vendre. Oui, tout à fait. Ça fait partie des choses que je partage beaucoup, entre autres, avec des personnes qui rentrent dans l'entrepreneuriat. En fait, très souvent, quand on crée sa boîte, on se dit, tiens, il faudrait que je vende ci, il faudrait que je vende ça. Et moi, c'est à l'époque où je voulais construire mon site internet, où en me disant, non mais là, il faut que j'ai une offre pour les particuliers, il faut que j'ai une offre pour les entreprises, il faut que j'ai une offre collective, etc., etc. Et un jour, je discutais avec une de mes superviseurs et elle m'a dit, alors tu vas me redire tout ce que tu viens de me dire, Camille, tu enlèves les il faut que et tu vas remplacer par j'ai envie de. Alors là, Ça change tout. et je lui dis, non mais là, je vais pas te dire la même chose là. Elle me dit, ben oui, justement. Et pour le coup, ça m'a vraiment, je me suis vraiment posé la question de, en fait, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vendre? Et en fait, je me suis débarrassée de beaucoup de choses, à la fois de prestations, de posture, de type de client. Ouais, c'est ça aussi. En fait, je pense que c'est la question que tous les entrepreneurs devraient se poser, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie que mon entreprise délivre aux clients et avec quel type de client on a vraiment envie de travailler. Et ce qui a été fou, c'est que dans mon réseau d'affaires, du jour où vraiment je me suis centrée sur vraiment mon truc qui en fait me prenait là, dans les tripes, tout de suite, bah, les gens, ils ont compris, quoi. Et j'ai gagné en pertinence, en percutance. Enfin, vraiment, j'ai vu le changement, mais radical. Radical. Et aussi, se spécifier sur un certain nombre de choses et pas avoir une palette trop large non plus, parce qu'on brouille le message, quoi. Alors, après le solo client, la deuxième erreur que j'ai faite, c'est de vouloir vendre toute ma palette de compétences. Et donc, il y a 10 ans, voilà, j'avais mes 20 ans de compétences et je disais, regardez, j'ai plein de choses, avec la croyance que forcément, plus tu offres et plus on t'achète. Alors que non. Et non. Et à l'époque, on me l'avait dit, mon directeur consultant Eric me l'avait dit, et je lui ai dit, non mais t'as tort. T'inquiète, t'as tort. Bon, 1 an plus tard, je fais les voir, non, en fait, t'as raison. Et j'ai passé plusieurs années comme ça, en fait, à resserrer. Et vraiment... focus, quoi. Tout à fait. Et souvent, et entre autres dans ce métier de coaching, qui est très large. Ah bah c'est clair. Ben voilà. Et en fait, on rencontre beaucoup de gens qui vendent et de la communication, et du management, et du leadership. Tout et rien. Et en fait, à la fin, on sait plus ce qu'ils vendent. Non, et on n'a pas envie d'aller travailler avec eux. Donc, effectivement, rester focus, c'est important. Ouais, tout à fait. Tu disais tout à l'heure ce qui te prend au trip, à partir du moment où ça, tu l'as mis en avant, ça a tout changé. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand on a préparé ensemble, c'est que pour moi, si j'ai bien compris, ce qui te prend au trip, c'est vraiment, je parlais de souffrance managériale tout à l'heure, tu m'as dit, ma mission, en fait, c'est d'accompagner les managers pour justement arrêter cette souffrance managériale. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est vraiment ça. Ma mission professionnelle sur Terre, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment contribuer à réduire la souffrance managériale. Parce que vraiment, je trouve ça a un côté très très inhumain. En fait, moi, j'ai appris à être manager sur le terrain. Alors, quand on voit qu'il y a un truc qui marche, on le refait. Mais souvent, on apprend beaucoup en prenant des claques. C'est clair. Et c'est pas normal. Voilà, je trouve que c'est pas comme ça qu'on grandit de la meilleure manière. Et puis, en plus, un manager en souffrance, alors qui est mauvais manager, pas forcément de son fait, mais enfin, en tout cas, qui n'est pas au rendez-vous dans sa fonction managériale, ça crée énormément de dégâts. Ça crée des dégâts pour lui, parce qu'il y a un mal-être du manager, etc. Mais aussi, ça crée des dommages au niveau de l'équipe. Et ça peut créer de la souffrance aussi au niveau de l'équipe. Parce que bien sûr, parce qu'en fait, les collaborateurs souffrent. Les collaborateurs, quand ils souffrent, au bout d'un moment, ils s'en vont. Donc, il y a des entreprises dans lesquelles il y a énormément de turnover. Et très souvent, on dit, une des raisons principales pour laquelle un collaborateur quitte son entreprise, c'est sa mauvaise relation avec son manager. Et puis après, bien sûr, un collaborateur mal accompagné, derrière, c'est un collaborateur qui ne performe pas. Donc ça a des grosses répercussions financières aussi pour l'équipe. En fait, pour une entreprise, investir dans l'accompagnement managérial, ça a plein d'avantages que les entreprises ne voient pas forcément. Parce qu'en fait, il
il y en a pas tant que ça des entreprises qui investissent là-dedans, alors que Ouais, finalement, c'est le cœur du réacteur. oui. Et tu commençais à parler de ces avantages-là, mais en fait, si on devait résumer, quels sont les avantages d'investir dans l'accompagnement de ces managers? Pour une entreprise, c'est quoi? Les points clés. Eh bien, les points clés dans l'investissement. Ouais. Pourquoi une dans- entreprise? Quels sont les bénéfices pour une entreprise, en fait, d'investir dans l'accompagnement de Mm. ses managers? Alors pour moi, un des premiers bénéfices, le fait d'avoir des managers qui sont compétents et bien dans leur basket, derrière, ça rend les collaborateurs compétents et bien dans leur basket c'est ça. et performants. Et puis en plus de ça, pour moi, souvent je le dis, pour moi le manager, c'est un maillon, c'est un rouage qui est essentiel dans la réussite dans l'entreprise. Parce qu'en fait, il est entre la direction générale et la stratégie et les collaborateurs. Donc en fait, c'est lui qui va décliner sur le plan opérationnel la stratégie qui a été décidée par la direction. Donc une direction peut avoir une superbe stratégie, mais si les managers ne sont pas au rendez-vous, derrière, il y aura la production, l'activité ne va pas suivre. Donc c'est essentiel. Ouais. Essentiel. Ouais, tout à fait. Alors là maintenant, j'aimerais qu'on apprenne à mieux te connaître. Ok. Voilà, parce que c'est ça aussi le temps d'un parcours. Et je crois que tu es venu avec un objet. Oui, j'aimerais bien tout que tu à me fait. montres. Tout à fait. Voilà. L'objet que j'ai choisi, voilà, c'est mon foulard scout. Ok. Voilà. D'accord. Donc j'ai été pendant plusieurs années responsable de groupe scout. Donc il y a mon foulard, il y a mon badge d'engagement qui est une promesse, et ensuite j'ai mes bûchettes ou badges de bois. D'accord. Voilà. Donc pour la petite histoire, voilà. Donc moi j'ai été responsable de groupe d'un groupe scout SGDF donc Scout de France pendant plusieurs années. Et alors, pourquoi est-ce que cet objet est important pour moi? Parce qu'en fait, je trouve d'abord, il me ressemble bien parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup, parfois trop. Et voilà, et pour moi, l'engagement, parce que en fait, c'est du bénévolat, l'engagement bénévole est important. Et avant ça, j'étais dans les responsables de fédération de parents d'élèves, je fais partie d'associations dans ma ville, etc. Donc voilà, ça représente le côté de moi, je donne. Ça représente des valeurs qui sont importantes. Voilà, il y a la notion d'engagement, c'est-à-dire voilà, quand on est responsable de groupe et quand on est dans le scoutisme, eh ben on s'engage au service de jeunes pour les faire grandir. Voilà, ça fait partie de l'éducation. Et puis voilà, derrière il y a toutes ces valeurs de bienveillance, d'entraide qui sont importantes pour moi. Et les bûchettes, en fait, c'est un signe de reconnaissance. Voilà, donc ça, c'est un signe de reconnaissance qui est donné par l'Organisation mondiale du scoutisme. Ok. Voilà, ça a été créé par Baden-Powell, qui est le créateur, voilà, des scouts. Voilà, et donc c'est quelque chose qu'on reçoit de cette organisation justement pour nous remercier de notre engagement. Au sein du scoutisme. Et en fait, c'est à chaque fois on reçoit les deux bûchettes ou c'est alors non, les premiers c'est les deux, puis après il y en a 3, 4, 5, 6, voilà. Baden-Powell, il en avait 6. Ouais. Voilà. Moi, pour l'instant, j'en suis à 2. Voilà. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et puis en fait, moi, ce que j'ai aimé dans cette expérience aussi, c'est que j'ai fait ce que j'aimais, entouré d'une équipe, parce qu'on n'est pas responsable de groupe scout tout seul. Mais oui, on est voilà, on a une équipe. Et puis du management, parce que gérer des chefs qui ont 21 ans ou 23 ans, bah, c'est du management aussi, quoi. Voilà. Donc, superbe expérience, ultra enrichissante, vraiment. J'ai adoré. J'ai adoré. Et est-ce que tu as un mantra que tu as, un ou plusieurs, un mantra que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Alors, souvent, les 2 phrases que je dis régulièrement, donc il y en a une que j'ai dite déjà tout à l'heure, qui est vraiment pour moi le manager, c'est un rouage indispensable dans la réussite de l'entreprise. Et puis, une deuxième chose que je dis souvent, c'est que être manager, ça s'apprend. Et en fait, il y a quelque chose de temps en temps, quand on voit qu'il y a des entreprises qui promeuvent des personnes managers sans accompagnement ou sans formation, quelque part, de temps en temps, on se dit ça a un côté un peu fou. C'est exactement comme si on
je sais pas, moi, on recrutait un coiffeur qui n'avait pas fait d'école de coiffure, alors qui le faisait à son intuition et au bon sens, hein, donc il prend des ciseaux, il coupe, hein, pas de problème. Je sais pas trop la qualité de la coupe à la fin, voilà. C'est clair. Ou pareil, on recrute, je sais pas, moi, un développeur informatique et puis il a pas fait, on lui a pas développé ses compétences techniques. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est important, c'est vraiment être manager, ça nécessite des techniques à part Oui, entière ça et des s'apprend, c'est oui pas- et des techniques outils et process, mais des techniques personnelles aussi. Mhm. Donc, Donc, de travailler. Tu parlais de posture Ouais. tout à l'heure, etc. Oui, oui, Tout à fait. c'est important. Posture, Ouais. savoir-être, l'état d'esprit dans Mm. lequel on est manager. Voilà. Donc vraiment être manager, ça Ça s'apprend. s'apprend. Ok. Voilà. Donc moi, mon job, c'est de professionnaliser la fonction managériale. Ok. Et Voilà. arrêter la souffrance managériale. Voilà. Dans l'objectif. Ouais. Voilà. Tout à fait. Alors Camille, si les personnes ont envie de te contacter, soit pour en savoir plus sur ton parcours, soit pour en savoir plus sur ton accompagnement de management ou avoir des conseils, comment peuvent-ils le faire? Alors, ils peuvent le faire par le biais de mon compte LinkedIn. Ok. Voilà. Ça, c'est facile à trouver. Donc, Camille Rolandin. Voilà, Ouais. Camille Rolandin. Et puis sinon, sur mon site internet, voilà, il y a l'ensemble de mes coordonnées, voilà, donc à tout-pluriel.com. Ok, super. Voilà. Camille, je te remercie 1000 fois pour ce partage. Alors, on aurait pu continuer très longtemps parce que tu as Bah oui. énormément de choses à partager. Mais merci pour ça et je suis persuadée que tu as déjà beaucoup aidé les personnes qui nous regardent. Eh ben, merci merci. beaucoup à toi, Céline, pour ce temps. Merci Camille. Merci.